tâche de lancer ce débat, monsieur le Consignon. Je voulais d'abord vous remercier pour accepter l'invitation. Aujourd'hui à l'IEP de Rennes. Alors, il y a, on connaît globalement divergence sur l'Europe. Nous voulions plus précisément aborder 3 points. Évidemment, le débat pourra aller aussi sur d'autres thèmes éventuellement. Le premier point concerne le traité de Lisbonne, tout simplement, et votre vision par rapport à l'application future éventuelle de ce nouveau traité qui remplace la Constitution. Le deuxième point concerne le point qui a aussi été un élément de rejet en France du traité portant Constitution. Il s'agit de l'Europe sociale, parce que cette Europe sociale peut être construite également au moyen de la charte des droits fondamentaux. Et puis, le troisième point que nous voudrions voir abordé concerne l'avenir de l'Europe politique et en particulier de l'Europe diplomatique, avec la politique étrangère européenne. Voilà, sans plus attendre, je vous passe la parole. Ah non, non, je pense que Très bien. Alors, pour répondre d'abord aux questions que vous avez posées, je pense que ce traité, c'est un traité modeste. C'est pas un des... On n'entend pas ? Je crois que le traité de Lisbonne est un traité modeste, ce n'est pas des grands traités comme par exemple le traité de Rome ou le traité de Maastricht, mais c'est un traité qui mérite en effet d'être mis en application parce que tout simplement il permet à l'Europe de sortir de l'ornière dans laquelle elle est enlisée depuis l'échec du référendum sur les échecs de la ratification du projet de traité constitutionnel. Et ce blocage, cette ornière, elle était particulièrement préoccupante parce que tout simplement, comme l'Europe est une dynamique, toujours en mouvement, c'était en effet un enlisement, on se sentait très bien. Moi en tout cas j'avais la crainte que même les politiques communes déjà installées puissent être détricotées. Parce que quand il n'y a plus de dynamique politique, à ce moment-là, chaque État-nation membre de l'Union européenne reprend ses billes et on risque même de voir un retour en arrière. Donc je salue la conclusion de ce traité. Je pense qu'il apporte enfin un accord sur un sujet dont on débattait depuis près de 15 ans, c'est-à-dire l'adaptation des institutions européennes à l'Europe élargie. Et que, je dis depuis 15 ans parce qu'en réalité, c'est au moment de la conclusion du traité de Maastricht que nous avons lancé ce débat sur les institutions, étant bien conscient qu'à Maastricht, on avait créé une monnaie unique, on avait lancé les débuts de l'Europe, de la diplomatie et de la défense et de la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures, et qu'on avait fait des progrès sur le plan institutionnel, la codécision pour le Parlement européen, l'élargissement le renforcement des autres institutions, mais manifestement, on n'avait pas résolu le problème du fonctionnement des institutions, et notamment de l'exécutif communautaire, dans le cadre d'une future Europe élargie. Donc on a confié cette tâche à Amsterdam, 97, 97, même chose, pas vraiment de solution décisive. Nice, c'était un fiasco, un traité absolument désastreux. Et puis, on a repris le travail sur le mandat du traité de Nice pour aboutir au projet de constitution européenne, de traité constitutionnel, et puis ensuite à ce traité-là. Donc ça permet de sortir de l'ornière, enfin, de laisser derrière nous le débat sur les institutions qui, à mes yeux, n'aurait jamais dû devenir le débat central en Europe, car les institutions, c'est important, mais il ne faut pas confondre les institutions avec l'Europe politique. L'Europe politique, c'est autre chose. Ce sont des institutions, mais qui sont un instrument de l'Europe politique. C'est d'abord la volonté de faire des choses ensemble. C'est ça l'Europe politique. Donc c'est le contenu des politiques.
Et là, évidemment, c'est un travail toujours recommencé. Bien entendu. Alors, je pense d'ailleurs que l'échec du projet de traité constitutionnel vient en grande partie du fait qu'on a confondu la fin et le moyen, c'est-à-dire qu'on a confondu l'Europe politique avec les institutions, ce qu'on n'aurait jamais dû faire. Alors, à partir de là, moi j'ai voté pour la ratification de ce traité, comme 75% des députés de mon groupe politique d'ailleurs, et je pense qu'il faut le mettre en application. Alors, c'est un traité modeste, je ne vais pas non plus en exagérer le mérite. Il a le mérite quand même de consacrer l'adoption de la charte des droits fondamentaux, et ça, c'est une avancée considérable, on y reviendra sans doute dans le débat. C'est une avancée parce que non seulement il y a des droits politiques, des droits traditionnels, individuels, mais en plus, il y a des droits collectifs sur le plan social et des nouveaux droits, par exemple sur le plan éthique, qui n'existent dans aucune autre déclaration au monde. Je pense qu'il y a aussi dans ce traité des améliorations institutionnelles qui sont intéressantes, l'extension du vote à la majorité dans les domaines où l'Europe peut avoir un rôle. Il est bien normal de conserver l'unanimité là où l'Europe n'a pas de compétences. Par exemple, sur la sécurité sociale. Il n'est pas nécessaire qu'elle en ait. Autrement que pour régler les problèmes de circulation des travailleurs frontaliers. Mais je crois que c'est un traité qui clarifie donc les compétences de l'Europe, qui dit que l'Europe n'a pas à tout faire, mais là où on a décidé que l'Europe était compétente parce qu'on en a besoin, parce que nos États-nations ne peuvent plus être suffisamment décisifs, opérants, à ce moment-là, on donne les moyens à l'Europe de décider. Vote à la majorité, proposition de la Commission, décision à la majorité du Conseil, codécision du Parlement européen, c'est quand même bien le moins. Et on élargit donc le champ et on intensifie le champ d'intervention des institutions communautaires. Chacune des institutions sort renforcée, ce qui me paraît une bonne chose. Le Conseil européen par la création d'un président stable et durable, et vous savez également le poste de haut représentant pour la politique étrangère et la défense. Donc tout ça est très positif. Sur le plan social, je pense qu'il y a des avancées modestes mais qu'il faut prendre. Notamment la possibilité de légiférer sur une directive cadre pour les services publics et la clause sociale horizontale qui dit qu'on ne peut pas revenir en arrière par rapport aux législations nationales les plus favorables. Il y a donc une exigence évidemment de mieux-disant sur le plan social. Après, il faut que les politiques suivent, les directives suivent. Et là, ça c'est le combat politique à l'intérieur de l'Europe pour que les options libérales et la dérive libérale qui s'est produite ces quelques dernières années, qui a aussi expliqué une partie de l'échec du traité constitutionnel, ne perdure pas. Parce que manifestement, on a une commission et d'ailleurs un conseil, à la prédominance des gouvernements de ce type, qui ne font plus fonctionner l'Europe comme elle fonctionnait au moment de Jacques Delors. Et c'est comme ça qu'on a une directive.